Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 10 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières, du CAC 40 avec pas mal de variations, hein, de grosses variations notamment sur certaines actions. Et puis quelques chiffres aussi qui tombent et qui nous en disent un peu plus sur l'économie. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le pétrole qui baisse pas mal aujourd'hui, hein, moins 3,4. Et surtout, c'est une continuation de la baisse, hein, du pétrole. Donc on a toute l'énergie qui est un peu en mode consolidation depuis un moment et qui joue peut-être un peu à se faire peur sur la croissance, la reprise qui tarde à venir. On le voit, hein, ça fait un moment qu'on n'était pas tombé aussi bas. On est sous les 70 dollars. Et puis au niveau technique aussi, au niveau RSI, on voit qu'on frôle avec les 30. On est à 31. On est assez rarement passé sous les 31, c'est-à-dire que c'est vraiment des zones où le marché va soit corriger fortement une hausse ou alors affirmer une inquiétude sur la consommation mondiale. On le voit, c'était ici notamment en décembre 2022 où on est allé sous les 30 niveau RSI. Et ça faisait suite certainement à une sur explosion un peu du pétrole qui était allé beaucoup trop haut et on a commencé à corriger un petit peu. On le retrouve quelquefois, hein, sous les 30, notamment ici forcément. Covid-19, donc début 2020, avec une grosse chute. Donc on voit que c'est des mouvements qui sont finalement assez rares, mais qui en disent beaucoup. Et là, on n'est pas encore sur ces niveaux-là, on est à 31 sur le RSI au niveau du pétrole, donc toujours dans cette phase de consolidation, de baisse, mais pas encore de dégradation et de confirmation qu'on va avoir probablement une dégradation de la demande. On a toujours, hein, la Chine qui est pas au top. On parlait notamment de la Chine avec les chiffres sur l'import-export qui sont tombés. Alors, les exportations, plutôt bien, même plutôt très bien pour la Chine, hein. On attendait 7% à plus de 6,5 millions. On a eu 8,7% à plus de 8,4 millions. Donc, on voit qu'on a quand même une belle exportation, une augmentation de ce qui était attendu, une augmentation de ce qui avait été fait le mois dernier au niveau des exportations. Donc la Chine qui continue de produire. Par contre, les importations, ce qu'on fait venir dans le pays, est au point mort, hein. Quasiment rien. 0,5% au niveau de l'importation. Et d'un chiffre quasiment proche de zéro, hein, en absolu. Euh, c'est toujours un souci, hein, le redémarrage de la Chine et les marchés chinois qui sont au ralenti. Ça peut expliquer aussi en partie la baisse du pétrole dernièrement. Sinon, sur les autres chiffres, on a eu la confirmation en Allemagne de l'IPC, hein, qui est venu à 1,9% en annuel. Donc, on est sous les 2% d'inflation en Allemagne. C'est demain on aura des gros chiffres aux États-Unis, notamment à 14h30, avec l'IPC Core, hein, et l'IPC normal, donc sans les éléments volatiles, et avec. Euh, on attend peut-être 2,6% sur l'année, donc ça serait bien, ce serait un rapprochement des 2%, parce qu'on était à 2,9, hein, au mois dernier aux États-Unis. Et puis je dis toujours la BCE qui devrait annoncer la baisse des taux, 0,25 ou 0,50, hein, peut-être 0,50, on verra. Donc oui, baisse de la demande, le marché ralentit, le pétrole arrive bas, donc tout ce qui est un peu énergie, hein, on pense évidemment à Total sur le CAC, mais d'autres valeurs, bah, c'est toujours en attente, mais on se prépare éventuellement à avoir un marché qui voit une bonne nouvelle à un moment donné et qui repart vers le haut. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est clairement plutôt des mauvaises nouvelles. Sur le cuivre, fait pas grand-chose le cuivre, mais potentiellement, alors déjà, on a cette phase ici un peu de consolidation, hein, il y a eu un rollover, hop, faut que je recadre tout. Hop, sur le cuivre, oui, on a cassé donc l'oblique il y a quelques jours, hein, pour signifier la fin de la baisse.
et on est plus ou moins en train de le tenir parce qu'on est revenu un peu une journée dessous, mais là on est en train de tenir et surtout une chose intéressante aussi, on est en train de faire sur, sur le cuivre, on est en train de faire un W. On le voit, hein, la forme du W avec le travail de la moyenne à 200, la résistance sur les 4,33. Et alors pour l'instant, on n'y est pas encore, parce qu'on est à la moitié, hein, enfin aux trois quarts du W, mais à la moitié de la dernière branche qui pourrait nous permettre de revenir ici sur la moyenne à 200, sur les 4,33 et de lancer enfin la séquence du cuivre. On a surtout un arrêt de la baisse et puis un travail sur ces niveaux-là, hein, entre les 3,9 et les 4,3. Donc le cuivre, moi je suis toujours investi dessus, hein, je suis toujours plutôt favorable. C'est sûr qu'il faudra une relance de la croissance pour aider le cuivre à monter, parce que si on a toujours des blocs, que ce soit États-Unis, Europe ou Chine, qui ont du mal, le cuivre va avoir du mal. Mais on se met toujours en embuscade pour avoir quelque chose d'intéressant. Jus d'orange qui continue de monter, hein, on est encore un peu plus haut aujourd'hui. On avait ces plus hauts, hein, historiques, qui sont en train d'être testés ces derniers jours et qui sont plutôt en train d'être battus. Donc toujours positif sur le jus d'orange. On pourrait avoir une belle séquence haussière, hein. C'est la confirmation du signal qu'on avait donné ici, notamment autour du 15 août. Hein, la confirmation que le jus d'orange va toujours beaucoup plus haut. Et puis l'or, rien à dire. L'or, c'est en train d'accumuler gentiment au-dessus du support. C'est toujours haussier à moyen terme. On va regarder les indices pour voir la confirmation, hein, du CSI 300 en Chine, où on perd encore un petit peu, moins 0,3. Le Dow Jones Shanghai, c'est pareil, on perd 1%. Donc la Chine qui n'y arrive pas. Et le Dow légèrement négatif à la mi-séance, autour des 40 500. Et le Nasdaq, c'est un peu mieux, c'est légèrement positif. Et on va regarder enfin le CAC 40 pour voir que pas grand chose, hein, sur le CAC. On a méché un petit peu sur la moyenne à 50, mais il se passera certainement pas grand chose jusqu'à demain avec les chiffres sur l'inflation aux États-Unis et après-demain avec la BCE. Les volumes sont corrects, mais on s'attend pas à grand chose. C'est surtout les variations des secteurs qui vont nous intéresser. Et on va regarder justement quelques grosses variations, notamment Capgemini. Alors Capgemini, il y a eu notamment un relèvement d'une banque, c'est Bank of America qui est passé de, je crois que c'était à neutre, à acheter, avec objectif à 250. Donc on voit que c'est au-delà de leur plus haut historique ici à 223. Il y a Oracle aussi qui a donné des chiffres, pardon, et un signal plutôt intéressant et fort. Ça, par ricochet, hein, ça rebondit également sur Capgemini. On en avait parlé il y a quelques jours, je crois, de Capgemini avec l'entrée au capital, hein, d'un fonds de pension américain. Donc tout ça, ça nous remet Capgemini presque en marche. Pourquoi presque? Parce qu'on a ce gap-là, qui avait été le gap baissier, hein, du 25 au 26 juillet, il est effacé, il n'existe plus. On vient de le combler aujourd'hui avec la mèche. Donc ça, c'est une très bonne chose. On en refait un autre qui est haussier. Donc ça aussi, c'est plutôt une très bonne chose. Hop, ici, entre les 180 et 186, il y a un gap haussier. Alors la mèche, elle est assez grosse. Et on voit que techniquement, hein, la mèche, on est venu quasiment au point près où? Bah ici, sur l'oblique des plus hauts. Donc c'est ça, moi, que je vais attendre. C'est qu'on confirme cette cassure ici autour des 191, 193 environ. Ça va baisser, hein, avec les jours, mais voir déjà si on peut ces prochains jours se maintenir au-dessus du gap qu'on a créé et casser cette zone des 192 environ. Si c'est le cas, alors oui, je serai probablement aussi à l'achat sur Capgemini, qui a fini sa conso et qui, on le voit, hein, les moyennes les plus longues ne sont pas encore retournées, donc on est toujours positif. Et il y a aussi également un retard par rapport à d'autres. C'est pour ça que Bank of America s'est mis à l'achat, parce qu'il y a eu un retard de capitalisation par rapport aux autres entreprises du secteur, hein, qui font la même chose, notamment dans le numérique. Donc Capgemini, elle a plutôt une tête de fin de conso qui est intéressante et qui pourrait s'acheter. Malheureusement, les volumes sont pas énormes, hein.
On a eu un relèvement d'analyste et puis bah, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que moi j'attendrai encore quelques jours avant de me jeter dessus parce qu'il y a quelques signaux qui sont pas encore validés. Euh, U- Oula. Unibail, on en a parlé, ça suit son cours, hein. On va gentiment vers la résistance à 82, c'est toujours plutôt intéressant. Et Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, ils ont plutôt confirmé leur fin de baisse. On en avait parlé, je crois, hier ou avant-hier. Mais là aussi, ça risque de mettre pas mal de temps de construction avant de redonner quelque chose d'intéressant. Euh, Moi, je suis pas très favorable sur Dassault, hein, qui a quand même donné des signaux assez négatifs. Alors, elle est rentrée dans sa phase un peu plus intéressante où elle a fini sa baisse, mais ça risque de mettre du temps avant de redevenir favorable. Moi, c'est pas celle-là que je jouerais, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup d'analystes qui sont en train de revenir sur Dassault, notamment dû à leur grosse baisse, hein. Parce que la capitalisation, elle a fondu quand même de près de 30%. Euh, mais moi, je suis un peu inquiet quand même sur Dassault. Alors, il y a l'IA aussi. Alors, l'IA qui est pas a priori capable de manger des parts de marché à Dassault parce qu'ils ont quand même des logiciels qui sont plutôt haut de gamme. Donc, ça devrait mettre un temps avant de se faire manger des parts de marché. Mais moi, je suis plutôt inquiet sur ce que je vois techniquement. Et puis, les chiffres n'ont pas été merveilleux non plus. Donc, euh, partager sur Dassault. STM, confirmation, hein. Alors déjà, les techs qui reviennent un peu, hein, on l'a vu. Mais comme souvent, les leaders de secteur s'en sortent mieux. Et ceux qui ont donné des signes de faiblesse, quelque part, c'est normal qu'ils aient du mal. Et on le voit depuis plusieurs mois. ST Microélectronique, ils sont à la baisse, ils donnent des signaux négatifs. Alors quand on va voir le secteur qui commence à se réveiller et à repartir, bah, c'est pas ceux-là qu'on va choisir, c'est pas ceux-là que les investisseurs vont prendre parce ils ont déjà été dégradés avant, ils ont été délaissés, ils ont peu de visibilité pour certains, ils ont des marges moins bonnes. Donc c'est tout ça que nous dit le graphe avant déjà la grosse baisse, hein, et la consolidation sur le secteur, que ce soit Nvidia, ASML ou autre, alors on était dans un secteur plutôt haussier et porteur, STM, eux, ils étaient déjà en dégradation. Et la consolidation, elle a fait quoi? La consolidation des gros a fait sur STM une dégradation. Donc on voit qu'on est quand même plutôt mal embarqué. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas repartir le jour où tout ira bien sur les technos, l'IA et les semi-conducteurs, mais moi, c'est pas celle-là que je choisirais parce qu'elle est plutôt à la traîne et elle fait partie des mauvais élèves. On a la confirmation avec plusieurs gaps baissiers qui sont toujours pas comblés. On est toujours à la baisse sur STM. Euh, et Renault. Alors Renault, je crois qu'ils ont subi les mauvaises nouvelles de BMW. Il y a aussi Volkswagen. Volkswagen qui va fermer des usines, qui a beaucoup de mal. Tout le secteur auto a un peu pas mal de mal. Et alors Renault qui faisait partie quand même plutôt de mes favoris, bah, ils se sont pris un coup sur le museau aussi, comme tout le monde, je dirais. Donc on était en attente, hein, sur Renault, on avait fait ces petites flèches pour indiquer les différents scénarios avec les étapes et les sous-étapes. Et ben finalement, c'est en train de nous faire le pire scénario possible, à savoir le retour sur support à 39 et on le casse. Donc on va peut-être aller jouer bah, cette zone-là, qui sera intéressant long terme, mais bon, à court terme, ça va mettre du temps. Et puis on a toujours surtout bah, cette oblique-là, hein, qu'il faut casser avant de redevenir positif. C'est pour ça que tout ce travail-là qui a été fait, enfin qui est en train d'être fait depuis le mois d'août, bah, c'est trop tôt pour s'investir et on a la confirmation aujourd'hui avec la dégradation encore de Renault. C'était en anticipation éventuellement, hein, pour le prendre, mais on a la confirmation qu'il faut véritablement relancer quelque chose sur la cassure de cette oblique pour redevenir acheteur sur Renault. À noter quand même qu'on passe sous les 30 niveau RSI, on est à 24. Alors on a encore des tendances de long terme favorables. Euh, Ça pourrait se jouer pour du très court terme, hein, pour du rebond technique, pour quelques jours, éventuellement, pour ceux qui font du trading, parce qu'on va amener quand même pas mal de volatilité. Il y a le secteur auto qui est sous pression.
On va peut-être se faire peur sur Renault et rebondir parce que l'action est quand même plutôt pas mal orientée et les ventes sont a priori correctes. Donc, peut-être une action intéressante en mode trading dans quelques jours, hein, parce que là, elle nous fait un peu peur. Alors, il y a une mèche basse. On verra ce que ça donnera demain. Et on va voir alors juste quelques valeurs du portefeuille avec alors Air Liquide. Alors oui, Air Liquide, confirmation, hein. On avait un petit peu peur sur Air Liquide. Il y avait une dégradation. Moi, j'étais positif avant qu'il y ait une dégradation. Et finalement, on le voit, ça a été racheté. On est venu sur la moyenne à 200, racheté, et le gap comblé en 4 jours. Donc, c'est ce qu'on disait il y a une semaine, hein. Positif sur Air Liquide. Pour du moyen terme, hein, c'est pas une action de trading. Et Air Liquide, on va jouer la hausse, vers les 180 et plus. Il y a de belles chances parce que là, on a tapé 3 fois les 170, on s'en rapproche encore une fois. Oui, et puis on casse une nouvelle fois, hein, le faux départ ici sur l'oblique de correction, notamment ici, le 31 juillet. On recasse la petite annonce qui est vite digérée. Donc oui, à chaque fois, c'est racheté. Dès qu'on est en correction, c'est racheté. Et puis la zone de gap qui tient. Donc toujours favorable sur la liquide, c'est toujours le moment d'acheter pour du moyen terme, hein. C'est pas une action qu'on va garder un mois, c'est plutôt une action qu'on va garder 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc oui, toujours intéressant de se positionner sur cette valeur-là. Equinox, alors ça faisait partie des valeurs spéculatives qu'on avait jouées, hein. Il y a quelques valeurs qu'on joue. Alors quand c'est spéculatif, on met une ligne beaucoup plus faible, hein, que ce qu'on investit d'habitude. Parce qu'on va chercher de la performance, on va chercher du risque, on va chercher des gros pourcentages. Donc on sait qu'on a une prise de risque et donc on ne va pas être handicapé par une ligne qui va fortement faire baisser le portefeuille. Par contre, oui, ça peut rapporter pas mal quand ça monte. Et là, c'est le cas. Sur Equinox, on a peut-être le démarrage parce qu'on a eu enfin des volumes, on a eu un gros chandelier, on a eu aujourd'hui un petit gap haussier, hop, entre les 3,49 et les 3,42, et on a cassé cette oblique-là de long terme, mars 2023, août 2023, boum. Alors, la tendance, comme elle est toujours baissière, on va peut-être encore revenir vers le bas et travailler cette zone-là, hein, autour des 3,50, des 3,60. Mais on a initié quelque chose sur Equinox, donc je pense que maintenant il faut rester, il faut attendre, il faut voir comment ça évolue. Donc peut-être un peu de travail ici et espérer enfin aller dépasser cette zone-là, notamment les derniers plus hauts sur les 4,35, hein. Ça nous ferait plus de 25%. Donc c'est jouer la zone au-dessus des 4,35 pour jouer plus de 25% sur la ligne. Donc ça serait intéressant, voire mieux, mais on verra déjà. À confirmer, hein. Donc c'est le genre de spéculatif qui peut être intéressant. Il y en a certaines qui font pas grand-chose, comme Clarkson. On l'a joué, hein, spéculatif Clarkson. On est sur support sur Clarkson. On a fait une mèche basse, mais on tient toujours le support des 1,43. Ça fait pas grand chose pour l'instant, mais ça tient. Donc, tant qu'on tient le support, pour l'instant, on va rester, hein, sur cette valeur-là. On va parler d'Interparfum aussi, parce qu'ils ont donné leurs résultats, qui étaient plutôt bons en plus, plutôt corrects, mais ça a été largement vendu avec plutôt des chiffres d'affaires intéressants, un peu surprenants. Alors j'ai pas vu toutes les lignes, on verra demain ce que les investisseurs n'ont pas apprécié plutôt sur Interparfum, mais il y avait plutôt des signaux intéressants avant ça. Et moi, bah, ça me refroidit un peu ce genre de choses parce qu'on casse le support ici à 42, parce qu'on revient dans la zone de gap et qu'on n'y revient pas à moitié, on a un petit peu plus, on comblait même le gap, alors qu'on était parti avec un gap haussier, avec une accumulation au-dessus des moyennes, et puis un retour peut-être vers le haut. Donc là,
Ça flingue un peu tout. Alors à voir si demain ça repart, mais moi j'avais mis un stop, donc je suis parti, hein. Je suis parti sur Interparfums en moins-value. C'est pas grave, ça arrive. Mais là, elle a donné un signal quand même assez inquiétant. Donc à vous de voir si vous voulez rester ou pas. Mais, euh, mais c'est pas rassurant ce que nous met Interparfums. Une autre ligne spéculative qui peut être intéressante, on l'avait déjà un peu surveillée, on l'avait un peu cadrée, et hier elle a explosé un peu vers le haut. C'est Pfizer. C'est aux États-Unis. Et alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a passé un peu tout le travail qui est un peu chiant en termes de temps, parce que ça met beaucoup de temps avant de se retourner. C'est ici, la grosse la grosse baisse, dégradation, hein, qu'elle a mis depuis le 13 décembre 2022 jusqu'au 2 janvier 2024. Donc, 23, en un peu plus d'un an. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On signifie un support ici à 24,64 parce qu'on est revenu une deuxième fois et ça a permis de rebondir. Et on est en train d'aplatir et de retourner les moyennes. On le voit ici, notamment les plus longues. Donc tout ce travail-là qui a été fait depuis le début de l'année, ça fait 9 mois en fait. 9 mois pour être en train de confirmer un retournement. Alors évidemment, hein, on peut le jouer ici, c'est plus risqué. Mais là, on se rapproche plus d'une confirmation parce qu'on a ces zones-là, hein, à 28,96 et à 29,46 qui étaient souvent jouées, souvent testées, pas loin de Méché et qui faisaient toujours résistance, hein, sur Pfizer, qui avait lâché une première fois. Comme souvent, les premières fois, c'est un échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à les dépasser, mais derrière, on rend tout. Mais on rend finalement pas grand-chose parce qu'on revient en embuscade juste en dessous. On avait cette phase de congestion, hein, entre les deux obliques blanches et une autre phase de congestion un peu plus forte, un peu plus précise, qui a été cassée hier. Et donc on a la confirmation aujourd'hui sur Pfizer. On a aussi la MACD qui arrive en retournement. Donc on a tout qui se met plutôt bien pour le retournement long terme. Donc on aura peut-être encore des sous-vagues dans la vague, mais la vague elle va plutôt aller vers le haut et vers les 31,5 je pense. Donc petite ligne spéculative à jouer sur Pfizer qui me semble intéressante. Je suis rentré aujourd'hui, hein, notamment sur les 29-27, pour jouer ça, hein, la résistance et le nouveau plus haut, au-dessus des 31,5 déjà dans un premier temps. Ruby, ça continue, on a dit, hein, il faut attendre la fin de la baisse et la fin de la volatilité. Pour l'instant, ça continue, rien à faire, mais on surveille. Euh, Total, forcément, avec le pétrole qui baisse, ils en prennent un petit coup, mais on sait que Total, hein, ils ont plus d'une carte dans leur poche. Et finalement, ça baisse, mais c'est racheté toujours sur les niveaux clés, hein, notamment l'oblique long terme. Sur Total, c'est l'oblique verte ici, sur les plus bas, racheté. Donc pour l'instant, on casse pas. S'il y a un retournement du pétrole, il faudra, je pense, acheter Total parce qu'on ira peut-être relativement vite ou à moyen terme sur les 69. Et vu qu'on est sur les 59, ça doit faire je sais pas, 13% au moins. 15%, voilà, 15% à faire peut-être en moyen terme assez rapidement. À surveiller toujours. Et pour l'instant, on n'a pas le top de départ, hein, sur l'énergie. Valourec. Alors, il y a un peu de VAD qui se rachète sur Valourec. On était sur les 9,30, on est aux alentours des 9 dernièrement. Donc ça baisse un peu, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'on a toujours. Donc pour l'instant, on n'a pas le signal pour acheter, on n'a pas le signal pour rentrer, pour nous dire que les investisseurs, ça y est, comprennent que le cours va monter et préfèrent quitter la position. Pour l'instant, ils continuent de jouer contre Valourec, donc on attend. On a aussi l'oblique de correction qui est toujours pas cassé. Et puis ArcelorMittal qui, s'ils veulent racheter
une partie ou la totalité de Vallourec faire une OPA. Ils en ont parlé, mais ils ont dit que c'était pas à court terme. Ils l'ont dit notamment ici, hein, autour du mois de juillet. Donc ça mettrait probablement une OPA pas avant 2025. 2025, on est où? On est ici. Donc on voit qu'on a encore un peu de travail. C'est pas un graphe de décision, c'est plutôt un graphe d'observation parce que là on est toujours au-dessus du support, sous l'oblique de correction, donc il n'y a pas grand chose à faire, je pense, sur Vallourec, à part surveiller. Et puis les quelques valeurs abonnées qui vous intéressent. SML, c'est pas trop mal parce qu'on est en train d'aplatir un peu la courbe et la fin de baisse un peu. On baisse presque plus, on le voit, hein. Sur les derniers jours, hop, on perd 0,6, là on perd 0,5, il n'y a presque plus rien. On va rentrer dans les Bollinger, donc ça confirme le support ici à 657 et les volumes qu'on avait déjà vus au mois d'août, bah, qui reviennent aussi, hein. On sent que c'est des volumes sur plus bas. Alors faut tenir, mais tant qu'on tient là, il n'y a rien de catastrophique. Barre, alors je sais pas si c'est la bonne, hein. J'ai noté celle-là notamment. Hop, dans les boissons, alors vous me direz si c'est celle-là ou pas. Alors il y avait JDE Pits aussi, hein, que moi je surveille notamment dans le même secteur, qui est intéressante. Celle-là, effectivement, elle est partie. Hop. Elle est partie et elle a un gap quand même ici sur les autour des 700, 780, qui est un peu loin. Et pour l'instant, c'est du trend following assez important. On a aussi un gros volume, là, je sais pas ce qui s'est passé. Bah pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part suivre la tendance éventuellement pour rentrer. Peut-être rentrer sur un petit repli sur les 627 ou sous la moyenne à 50, parce que là on est un peu haut niveau MACD, mais pourquoi pas. Il y a pas grand chose de négatif pour l'instant sur la valeur qui peut continuer comme ça de monter assez progressivement. Elior Group. Alors, on était déjà plutôt favorable, hein. J'avais fait le petit dessin il y a quelques jours sur Elior Group pour aller a priori chercher la résistance à 3,96. On va l'enlever. On s'en rapproche. Et puis là, il y a des gros chandeliers et puis des volumes un peu plus intéressants, hein, depuis 4 jours. Il y a des gros volumes sur Elior, donc oui, on risque de se rapprocher de cette résistance. Ça va être intéressant. Par contre, peut-être penser à monter les stops parce que c'est une zone qui est difficile à passer, hein, pour Elior, on le voit. Donc si vous l'avez pris avant, ça peut être intéressant de remonter parce qu'on peut avoir une, euh, une nouvelle baisse comme ça avant de repartir. Eramet, alors Eramet moyen, hein. On casse tout pour le moment, on est toujours un peu déprimé. Et on revient finalement sur les zones d'avant-explosion. C'est des zones qui doivent permettre bah, tout simplement le rebond, on l'espère. Ici, hein, autour des 60. Donc on surveille le petit rebond, on surveille les chandeliers verts. Les volumes sont là, hein. Sans être exceptionnel, on voit que il y a toujours un peu de volume. Il faut tenir si possible. Les 59-57, alors on a une zone encore un peu en dessous, hein, sur les 56. Mais bon, il faudra pas trop aller vers le bas. Et ce sera uniquement pour jouer du rebond technique, hein, ce stade, c'est-à-dire éventuellement aller taper l'oblique. Ici, je ne sais pas où, donc se préparer à ça. Et puis le jour où finalement on arrive bien à casser, ben, on aura encore tout ce travail, mais on le voit pour l'instant c'est dégradé sur Eramet, et puis il n'y a pas de gros signaux très forts, volume, annonce, résultats qui peuvent nous inciter à rentrer pour du moyen terme sur Eramet. Donc pour l'instant c'est plutôt une visibilité court terme. Exosens, alors c'est eux qui sont sur la fabrique de composants critiques notamment, hein, pour voir, pour voir des choses comme l'ultraviolet ou les infrarouges, je crois. Ils sont rentrés en bourse assez récemment.
on le voit. Donc on n'a pas trop d'historique techniquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, il y a semble-t-il, une amélioration des marges hein, dernièrement sur Exosens. Ils sont plutôt favorables aussi à, à au marché. FMI. Alors oui, je crois que le prix d'introduction devait être en dessous. Moi j'ai combien? J'ai 19, 20. Le prix d'introduction devait être autour des 20, je crois. Ça a dû exploser avant. Mais là, on revient autour du prix d'intro. J'ai pas vérifié. Je le mettrai éventuellement en commentaire. Euh, A priori, c'est plutôt intéressant puisqu'on le voit avec des mèches comme ça qui, dès qu'on commence à aller vers le bas, c'est racheté hein, sous les 20. Mais il y a peu de choses quand même techniquement, donc c'est un peu compliqué de faire de l'analyse. Sur le fondamental, on est plutôt intéressant. Il y avait notamment une progression de 50%, je crois, du chiffre d'affaires par rapport à ce qui avait été fait avant. C'est normal, c'est une valeur de croissance. Et puis c'est une division qui a dû être, je crois, qui a été sur Philips avant, qui a été un peu mis en toute seule hein, dans une filiale. Donc du coup, on a des chiffres propres à l'entreprise qui sont bah, qui vont être petits au départ, hein, parce qu'on a sur les chiffres d'affaires autour de 187 millions d'euros, donc c'est assez faible. Mais ça peut progresser vite et aller vers le haut. Donc oui, on peut jouer cette ligne en spéculative, je pense, sur Exosens. Maintenant, oui, techniquement, c'est un peu chaud, parce qu'il n'y a pas assez d'historique. GTT, on a toujours le gap baissier, donc on est toujours plutôt en grosse baisse sur GTT. Forcément, c'est un secteur de l'énergie. Donc tout le secteur de l'énergie, on l'a vu avec le ralentissement, est vendu. Faut attendre le redémarrage. Et ça fera partie des valeurs qui devront être achetées, hein. Moi, c'est une valeur que j'aime bien, que j'ai toujours en suivi de portefeuille. On espérait la cassure ici, on ne l'a pas eu. Mais oui, hein, on le voit, là c'était une belle opportunité hein, que le marché avait acheté sous les 120. On y revient une deuxième fois. Alors techniquement maintenant c'est pas le moment, mais si on a un petit rebond, ouais, pour du rebond technique, et puis surtout à surveiller la croissance, les chiffres économiques, le marché de l'énergie qui s'y remonte, JTT ils vont remonter avec Total et puis avec tous les autres. Même Scap, alors même Scap, le problème c'est que ils sont arrivés à des niveaux de valorisation tels, ils ont eu une progression tellement importante que je pense que on était un peu survalorisé quand on était sur les 10 et que petit à petit on va revenir à quelque chose de plus logique. Il y a aussi des ventes dans le médical hein, sur les produits de Memscap qui sont en baisse assez importante et ça a un peu pénalisé la valeur. Donc tout ça fait que, bah, a priori, hop, cassure de moyenne à 200, tentative de rebond, échec, on est parti à la baisse sur Memscap. Donc pour le moment, moi je serais plutôt un peu plus prudent et j'attendrai finalement le gros de la baisse, peut-être sur ces niveaux-là, hein, sur les 4 voire moins. Et là, je pourrais me réintéresser parce que j'ai l'impression que la valeur, alors, elle a explosé ses chiffres d'affaires, oui, mais la valorisation est montée tellement vite, tellement haut qu'elle semble être aujourd'hui un peu survalorisée, malgré le fait que ça reste quand même une belle valeur et certainement une valeur qui va continuer à faire de l'argent. Ah oui, les constructeurs chinois notamment hein, qui sont revenus bien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Europe qui a annoncé hein, alors les taxes notamment sur les véhicules hybrides et puis électriques étrangers
qui devrait être finalement assez basse, parce qu'il y avait des imbroglios un peu avec des surtaxes hein, pour protéger les économies. Pékin avait répondu avec des taxes sur l'alcool notamment, et puis les pays européens. Donc là, c'est en train de se calmer. Les taxes sont plutôt basses, donc les Chinois devraient pouvoir vendre leurs véhicules électriques et hybrides. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais là aussi, le marché il est un peu dégradé. Donc c'est à voir sur le long terme. Sur le long terme, ça va certainement donner des belles choses. Mais là, techniquement, on était arrivé sur des niveaux de prise de bénéfices. Novo Nordisk, moi j'ai toujours un peu peur sur Novo Nordisk parce qu'ils sont monocanal. Ils ont que les sémaglutides hein, qui permettent notamment de faire baisser le diabète et le poids. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché, que les prix commencent à baisser, que la valorisation de Novo Nordisk elle a explosé aussi rapidement. Le marché il est super en lui-même, mais moi j'ai un peu peur pour Novo Nordisk. Alors potentiellement ça va continuer la hausse, mais elle coche pas mal de cases qui doivent faire dire attention quand même sur cette valeur-là. Donc moi je suis plutôt prudent. C'est pas celle-là que je choisirais. Nvidia, rien à dire, hein, on est toujours en cette période de consolidation et de congestion maintenant. Total, on l'a déjà fait. Valourec aussi. Et Valneva, hein, on l'a dit, Valneva c'est compliqué, c'est baissier. Éventuellement jouer le support, hein, si on se rapproche on le voit des 2,95 et qu'on commence à repartir, pourquoi pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discutera. Bon trade, à plus.